Seconde, Jérôme. Comment j'aime bien ici vos cheveux. Nous sommes en live. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je suis très content de partager ce nouveau Datapéro, cette nouvelle édition sur un sujet qui intéresse tous ceux qui font du commerce et puis pas que, du marketing. Et aujourd'hui, on a décidé de partager ce Datapéro avec nos amis et partenaires de Nomination, de Noot, et Maxime, qui est consultant en BizDev. Et puis, il pourra de toute façon se présenter tout à l'heure. Donc aujourd'hui, la question à laquelle on souhaitait répondre est un petit peu sous forme de clin d'œil. C'était comment faire aimer votre CRM à vos commerciaux. Et on a souhaité le faire avec un œil un petit peu différent de ce qu'on peut voir habituellement qui est poussé par les éditeurs de solutions ou par ceux qui font du biz au quotidien. C'est d'avoir des différents axes. Donc nous, plutôt dans la data, côté data sculpting. Nomination, on va aussi parler de ce côté enrichissement du CRM et comment exploiter au mieux les données du CRM. Myrène partagera sa vision éditeur. Et puis Maxime partagera sa vision utilisateur et qui a déployé déjà ce type de système chez lui avec ses équipes. Donc je vous propose de démarrer la présentation. Alors, hop, on peut peut-être juste couper le son parce que chez moi il y a du monde. Je commence à voir. Alors le principe du Datapéro, et je vais vous partager rapidement les règles. C'est un data apéro, donc pour ceux qui ont volonté de prendre un petit moment de pause et de réconfort, c'est également autorisé. Je vois j'ai un collègue qui vient d'arriver, donc nous on va en profiter. On coupe les micros par défaut puisque ça permet de dérouler sans intervention et par contre n'hésitez pas à poser vos questions via le chat tout au long de la présentation. Et on prendra le soin d'y répondre. Et puis, dans tous les cas, si vous n'avez pas pu ou si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, il y aura un replay qu'on va partager par email suite à cette présentation. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un Datapéro, donc la convivialité est la bienvenue. Alors, au menu aujourd'hui, on va aborder le sujet avec, encore une fois, on va le décrypter. Donc moi, je vais faire une première introduction sur les principaux chiffres qu'on a du secteur et des usages des CRM. Ensuite, on rentrera dans le vif avec l'intervention de nos différents intervenants qui partageront leur retour d'expérience et qui parleront de cas d'usage très concrets et pragmatiques pour répondre à vos différentes questions. Ensuite, on fera une table ronde. Donc là, on a ciblé un certain nombre de questions et n'hésitez pas à ce moment-là à poser les vôtres également. Et puis, on finalisera avec quelques plans concrets, quelques actions à mener, puisqu'on est tous des fournisseurs de solutions, éditeurs, etc. Donc, on a aussi des moyens de vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Donc j'espère que ça va à tout le monde. De toute façon, je n'ai jamais beaucoup de réponses à ce moment-là. Donc je vais enchaîner. Simplement pour revenir sur Data Sculpting et qui on est, que vous compreniez un peu pourquoi on fait ça. Nous, on a un cabinet de conseil spécialisé dans la valorisation des données. Alors quand on dit valorisation des données, ça veut tout et rien dire. Nous, notre vocation, c'est de doper la performance des entreprises à l'aide des données, donc par une exploitation efficace et innovante de ces données. Et pour pouvoir accompagner les entreprises sur ces enjeux de performance, on a à la fois un département conseil qui va traiter les sujets de stratégie, comment on met en place une stratégie d'exploitation des données pour générer de la performance dans l'entreprise. On fait aussi des études marketing, donc ça on y reviendra parce que ça pourrait vous intéresser si vous avez des données clients à exploiter et faire parler. Bien entendu, on parle beaucoup de pilotage d'activités d'entreprise, donc là on met en place des solutions qui permettent à la fois de piloter avec des tableaux de bord, mais également de centraliser l'ensemble des données de l'entreprise pour les croiser et les faire parler plus facilement. Et puis, bien entendu, comme on accompagne la maturité de nos clients, on va les former pour les rendre autonomes et on va les accompagner dans la performance au jour le jour de ce qui a pu mettre en œuvre chez eux pour exploiter au mieux ces données. Bon, maintenant, j'ai suffisamment parlé, donc je donnerai la parole aux différents intervenants et je commencerai par Myrène, puisque je laisse toujours la parole aux gentes dames, comme dirait l'autre, pour rester poli. Donc Myrène, c'est à toi. Donc bonjour, Myrène Lafourcade, directrice générale de la société Noot. Donc chez Noot, nous sommes éditeurs d'une solution qui s'appelle CIMAX ERP CRM, qui, comme son nom l'indique, contient une CRM, mais peut aller au-delà avec d'autres modules pour gérer aussi les autres fonctions de l'entreprise, la facturation, la comptabilité, les stocks, la production, etc. Notre solution
est particulière parce qu'aujourd'hui, c'est la première solution ERP CRM qui est entièrement no-code, donc avec un niveau de souplesse sans programmation qui est assez unique et surtout l'entreprise qui a la capacité, grâce au no-code, à faire des modifications elle-même. C'est complexité Excel. Voilà. Merci Myrène. Benoît? Avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Benoît, moi je travaille chez Nomination. Alors nous, on est un acteur de la data, on produit de la donnée. Il y a plein de manières de faire. Nous, notre cœur d'activité, c'est identifier les personnes qui travaillent dans les entreprises et reconstituer les organigrammes. Alors pourquoi on fait ça? On fait ça pour aider nos clients à répondre à 3 questions. La première question, c'est qui sont les clients, qui sont les entreprises, les prospects intéressantes pour moi. Donc, on les aide à segmenter, cibler, identifier les bonnes entreprises. Ensuite, on va les aider à identifier les bonnes personnes. Parce que quand on est en B2B, on parle rarement à monsieur l'entreprise, mais on a besoin de parler au DRH, au DG, au directeur marketing. Et puis, on va aussi produire de la donnée un peu plus des signaux, de l'actualité sur les entreprises et sur les personnes pour déclencher, par exemple, des prises de contact, des scénarios marketing. Voilà, nous, notre métier, c'est la data B2B sur les entreprises et sur les décideurs. Merci et je laisse la parole à Maxime. Oui, bonjour à tout le monde. Donc Maxime Denis, j'ai un parcours essentiellement dans le business development dans une entreprise pendant une douzaine d'années. Je suis parti du marketing et je suis arrivé sur la partie commerciale et la partie direction générale. Et depuis maintenant quelques mois, j'accompagne les entreprises voilà, dans leur optimisation, dans leur efficacité commerciale. Et notamment, je développe chez eux le fait d'avoir des leads de différentes manières, parfois en ligne, parfois autrement. Ils leads efficacement, notamment grâce à des outils comme le CRM. Et je les accompagne jusqu'au closing de la vente. Voilà. Super, merci. Est-ce que vous m'entendez encore là? Parce qu'on a eu des soucis de micro, donc j'ai changé de micro. On entend encore. J'ai entendu de petits bruits, mais on entend encore. Ouais. Ok, ça marche. Non, parce qu'on est 3 ici, donc forcément, ça impose une logistique un petit peu différente. Je vais donc reprendre la main et continuer cette présentation. Alors, je voulais simplement introduire le sujet du CRM. Alors, aujourd'hui, nous, on est un consommateur de CRM comme beaucoup d'autres sociétés. On n'est pas éditeur chez Datasulting. Donc, nous, on a HubSpot chez nous, typiquement. Et on correspond à un profil qui est assez classique, puisqu'aujourd'hui, on a 73% des entreprises qui sont équipées d'un CRM. Maintenant, on est équipé, mais il y a aussi des écueils. Et on voit au travers d'une étude qui a été menée par Nomination avec un de ses partenaires, qu'il y a 6,5, en gros, qu'il y a une note de 6,5 sur 10 qui est donnée dans l'exploitation de ces logiciels CRM, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal d'écueils. Et les premiers écueils qui remontent, c'est d'une part les équipes qui ne savent pas bien utiliser le CRM, ou qui peuvent même être réfractaires à leur utilisation parce que ça génère beaucoup de temps de saisie d'informations dans le logiciel. On fait aussi remonter que les données ne sont jamais à jour, donc forcément difficile à exploiter. Et puis au final que le CRM n'est pas mis au bénéfice des équipes qui l'exploitent au quotidien. Et même quelquefois, j'ai pu entendre dire que c'était surtout pour aider le marketing ou la direction à fliquer ou à remonter des infos qui les intéressent eux, mais pas forcément pour que ça les aide au quotidien dans leur prospection, dans la performance de l'activité commerciale. Donc, maintenant qu'on s'est dit ça, on a cherché à aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'au final, on voit que le CRM, des services clients qui sont équipés de CRM ou ceux qui ne le sont pas, on voit quand même que ça génère des différences et on a cherché à lister 6 avantages d'un CRM dans son utilisation. Le premier avantage, c'est l'intégration et la collaboration. Aujourd'hui, quand vous avez un outil digitalisé, ça vous permet de partager facilement l'information au sein de votre service avec différents départements de l'entreprise et donc de collaborer plus facilement et donc de gagner du temps et de fluidifier les échanges et donc également d'avoir un historique des informations qui peuvent être collectées sur les différents clients ou les différentes personnes qui peuvent être en interaction avec l'entreprise au quotidien. Deuxième élément important, on parle tout du pipe commercial, donc de la visibilité des devis qu'on a en cours, les rendez-vous, etc., pour se projeter un petit peu plus loin que uniquement la semaine prochaine. Et donc ça, les outils CRM permettent également ça. Et donc ça permet d'améliorer en tant que commercial son efficacité et ça permet pour l'entreprise d'avoir une meilleure visibilité
du business qu'on a dans le fameux pipe, donc dans le tuyau, pour court, moyen et plus long terme quand on arrive à se projeter à long terme. Ensuite, ce qui est également intéressant, forcément, c'est un outil digital, donc ça permet d'automatiser un certain nombre de choses et donc d'améliorer sa productivité. On verra, l'automatisation n'est pas toujours au rendez-vous, on fait encore beaucoup de choses manuellement, mais c'est des choses qui peuvent évoluer. Mais dans tous les cas, la productivité d'un outil de type CRM bien utilisé, elle est réelle et elle est constatée. J'ai perdu mon partage, non, c'est bon. Ensuite, en termes de relation client, forcément, quand on connaît mieux son client, quand on est capable, quand on l'a au téléphone, de remonter un historique avec des informations qui le concernent et qu'on sait où il en est en termes de contrat, d'exploitation, de licence, etc., ça renforce les échanges qu'on peut avoir avec lui parce qu'il se dit « je suis suivi » et ça contribue à sa fidélisation. Ensuite, si on rebondit là-dessus, l'expérience client ne peut être qu'améliorée et c'est là où le CRM peut être intéressant pour faire de l'upsell. C'est-à-dire, voilà, au final, ce client, je le connais bien, je sais qu'il y a quelque part dans le B2C, on fait la date anniversaire, je sais que je vais l'appeler pour le moment de l'anniversaire et lui faire une remise. On peut imaginer plein de cas de figure avec des clients B2B qui peuvent être différents, mais l'idée, c'est de l'appeler au bon moment, au bon endroit, avec la bonne offre qui va correspondre à ses attentes. Et puis, le dernier point qui nous intéresse tout particulièrement quand on parle données, c'est qu'avec cette connaissance client plus fine, on va être en capacité d'augmenter nos revenus parce que tous ces comportements sont souvent reproductibles, modélisables. Il y a des populations, quand on parle de segmentation de ces clients, on commence déjà à catégoriser un certain nombre de personnes et au travers des données qu'on saisit dans le CRM, on est capable d'anticiper, de mieux comprendre comment fonctionnent ces clients et du coup, ceux qui achètent une fois à tel moment, potentiellement, ils vont être ouverts à acheter une deuxième fois à un autre moment. Et ça, c'est un élément clé. C'est plus je connais mon client au travers des données, plus je serai en capacité de lui proposer la bonne offre au moment et donc d'augmenter mes revenus. Alors, comme chez Datasulting, on aime partager et on a pas mal de sujets. On a lancé un observatoire de la maturité data des entreprises en 2020 qui nous permet de collecter un certain nombre d'informations. Et là, je voulais simplement vous partager, vous remonter quelques chiffres qu'on a obtenus. Quand on va questionner les dirigeants d'entreprise sur leurs enjeux, le premier élément qui remonte, c'est « je veux faciliter le pilotage de mon entreprise à l'aide des données ». Et puis tout de suite derrière, on parle d'optimiser la performance opérationnelle, donc ça peut toucher le commerce. On va parler d'améliorer la connaissance, la satisfaction et l'expérience client, et puis acquérir et fidéliser des clients. Ces trois derniers sujets que j'ai évoqués jusqu'après le pilotage, ces données ont une majeure partie des données qu'on va exploiter sont des données qui proviennent du CRM et qui sont des données clients. Arrivent ensuite en deuxième position les données financières et puis ensuite les données de production. Donc on le voit, il y a matière à faire avec les données clients et c'est justement ce qu'on va vous proposer de partager pendant ce webinaire. Donc là, ce que je vous ai exprimé tout à l'heure, c'est qu'on souhaitait revenir sur des cas d'usage et des retours d'expérience de nos intervenants. Et on a souhaité le faire sous forme de 3 axes, parce qu'il y avait plein de possibilités d'aborder ce sujet CRM. Le premier axe, ça sera d'identifier comment lever les freins à l'usage du CRM. Parce que là, c'est très pragmatique. Bien souvent, j'entends chez mes amis chefs d'entreprise, j'ai mis en place un CRM, mais les commerciaux ne l'utilisent pas, ou alors j'ai envie de le faire, mais je sens bien que ça va être compliqué parce que, ou alors j'ai des commerciaux qui me remontent, oui, on nous a mis une usine à gaz en place, mais quelque part, on n'a pas pris nos attentes en considération. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est du coup comment donner du sens à l'usage de ce CRM. Et le troisième, c'est comment aller plus loin avec une exploitation efficace des données qu'il peut contenir. Donc là, je vais proposer à Myrène de prendre la main sur cette partie lever les freins à l'usage du CRM. Oui, en fait, ce qu'on remarque dans les raisons d'échec des projets CRM, en fait, il y en a 3 principales. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le chef d'entreprise sent qu'il a le besoin de mettre en place une CRM. Alors, il dit « Ah, tiens, j'ai vu celle-là sur Internet, elle est jolie, on m'a dit qu'elle était bien, je la prends. » Et en fait, il fait l'erreur de partir de l'outil et pas de la stratégie. Et en fait, la CRM, c'est pas un outil, en fait. C'est vraiment une stratégie d'entreprise, une méthode. On pourrait la gérer papier, crayon, Excel sans un outil derrière. Hein. C'est moi l'éditeur qui le dit pourtant. Mais en fait, si on se focalise sur l'outil et pas sur le besoin, eh ben, on commet la première grosse erreur. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est au lieu de rentrer au chausse-pied dans une solution qui a l'air jolie et sans réfléchir à la stratégie, eh ben, il faut au contraire partir de la stratégie de l'entreprise, de ses méthodes et des besoins.
Le deuxième erreur, tu en as parlé déjà un petit peu, Gaël, c'est l'importance d'impliquer les équipes. Voilà, si on n'implique pas les équipes, voilà, typiquement le dirigeant il dit voilà, moi j'ai envie de prendre une CRM, je la prends, et les équipes elles ressentent que ça leur est imposé. Même si on leur avait juste posé la question, elles auraient peut-être choisi celle-là en fait. Mais ça change tout en fait en termes de perçu et de gestion du changement. Donc, du coup, il faut vraiment les écouter, prendre en compte leurs besoins. Et des fois, le chef d'entreprise est très surpris parce que ce qui lui est remonté du terrain, il ne s'y attend pas. C'est des choses dont il n'avait pas conscience. Donc, les écouter, c'est aussi pour le bien de l'entreprise. Et le troisième point, c'est de ne pas faire de personnalisation dans la CRM. Tout à l'heure, Gaël a dit que l'automatisation n'était pas toujours au rendez-vous. C'est souvent le fait qu'il n'y a pas d'automatisation parce qu'on n'a pas réfléchi à qu'est-ce qui devait être automatisé et on ne l'a pas mis en œuvre. Et du coup, on n'a pas de gain et les retours sur investissement sont donc beaucoup plus faibles. Du coup, si on veut partir de la stratégie, il y a 10 questions essentielles à se poser. Donc, déjà, qui sont mes prospects, mes clients? La deuxième question, ça va être comment je les segmente? Parce que je ne vais pas avoir les mêmes actions sur les mêmes segments. Quelles données j'ai besoin de collecter pour les connaître? Donc, on a parlé d'une connaissance plus fine du prospect ou du client. Moi, j'ai un client qui fait des équipements pour les hôtels. Dans les données fines qu'il doit collecter, il doit y avoir le nombre d'étoiles de l'hôtel, est-ce qu'il y a une piscine ou pas une piscine, combien il y a de chambres, quel est le prix des chambres, parce que ça va impacter sa façon de s'adresser et quels produits il va pouvoir proposer à ses clients qui sont des hôteliers. Donc voilà, c'est très important de définir le périmètre de données. Aussi, quel type d'opération marketing on va faire pour utiliser pour se faire connaître auprès de ces différentes cibles ou pour fidéliser ceux qu'on connaît déjà et les amener à la vente. Quel processus de conversion on va utiliser pour chaque segment client? On ne va pas travailler tous les segments de la même façon. On va avoir ce qu'on appelle des funnels un peu différents et peut-être du marketing automation différent pour les amener jusqu'à la signature finale parce qu'on ne va pas avoir les mêmes messages à faire passer sur les différentes cibles. En 6, comment aider les commerciaux à mieux convertir et à ne pas rater une étape? La CRM, elle doit travailler pour les commerciaux. Donc, si on ne les aide pas à bien relancer, typiquement, il faut savoir qu'il y a un devis sur 2 qui n'est pas relancé dans le monde. Donc, quand même, là, il y a un vrai atout à avoir une CRM non seulement qui aide à faire les devis, mais qui aide à ne pas oublier de relancer un devis pour qu'il ne rate pas une étape dans le funnel de conversion. Justement, comment aider les commerciaux à faire des devis justes et rapidement? Il y a beaucoup d'entreprises qui font encore leurs devis sous Excel à côté parce qu'elles ont des spécificités qui ne sont pas prises en compte dans leur CRM. Et ça, c'est une grosse perte de temps. Donc, on peut les aider à faire des devis justes et rapidement. Il y a des gros gains de productivité là-dessus. Et on peut les aider à prioriser leur activité de relance parce que selon l'importance du devis, selon le segment, peut-être qu'il faut prioriser les actions quand on a beaucoup à faire sur un segment ou un autre. Comment fidéliser les clients et mettre en place de l'upsell? Donc ça, c'est vraiment très important. Ça coûte 10 fois moins cher de revendre un client que d'en acquérir un nouveau. Et donc, réfléchir à comment on va rappeler nos clients, comment on va essayer de leur vendre d'autres prestations, d'autres produits. C'est très important pour l'amélioration de la rentabilité de la société. Et enfin, comment mettre en place une stratégie de tout le monde vend? Donc, ce que je vais dire, ça ne plaît pas aux commerciaux, mais souvent, le commercial, il ne fait que la première vente. Et ensuite, derrière, la deuxième vente, elle est faite par tout le reste de l'entreprise. C'est parce que tous vos services, ensuite, ont contribué à la bonne délivrance du produit, du service qui était attendu par le client. C'est parce qu'il est satisfait par l'ensemble des fonctions de l'entreprise qu'il va acheter à nouveau. Donc, c'est intéressant aussi de former les équipes qui sont en contact avec le client, qui ne sont pas forcément des équipes commerciales, pour qu'elles puissent vendre elles aussi, faire la deuxième ou la troisième vente. Ça, c'est très payant. Donc, bien entendu, tous ces besoins, il faut les consigner dans un cahier des charges et s'en servir avant de choisir la solution pour ne pas faire les choses à l'envers. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, choisir la solution et puis essayer de rentrer au chausse-pied dedans.
Alors, du coup, ensuite, pour lever les freins. Donc, il y a 2 types de freins. Il y a le frein du dirigeant, il y a le frein des commerciaux. Donc, le dirigeant, en fait, sa première grosse crainte, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va partir avec le trésor de guerre? Est-ce que quelqu'un ne va pas partir avec ses données? Donc, souvent, s'il y a des données essentielles qui sont sous Excel, moi, par exemple, j'ai une cliente qui était dans le domaine, qui est un chasseur de tête, donc elle avait de la donnée à haute valeur ajoutée. Quand elle a pris un stagiaire, eh ben, ça a été essentiel pour elle de mettre en place une base de données partagée avec des droits d'accès, parce que ça permet que personne ne peut partir avec ce trésor de guerre. Les données, c'est le trésor de l'entreprise. Le deuxième élément, je vois plus l'écran, merci, c'est est-ce que je vais pouvoir prendre la suite si mon commercial est arrêté 4 semaines ou s'il quitte l'entreprise? Toute cette historisation dont Gaëlle a parlé, eh ben, c'est important de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur un client, qu'est-ce qui s'est passé avec lui, toutes les infos qu'on a collectées progressivement qui permettent de bien le connaître et de bien le servir. Eh bien, si on a un salarié qui est malade pour raison de Covid ou parce qu'il s'est cassé une jambe au ski, on va pouvoir reprendre son travail et continuer et ne pas perdre ce prospect. Et ça, c'est important. Troisième élément, il faut que tu me raffiches l'écran, Gaëlle, s'il te plaît. Merci. C'est aussi le partage de connaissances entre les commerciaux. Est-ce que si on recrute des nouveaux commerciaux, ils vont pouvoir profiter des méthodes des anciens? Et c'est là où c'est important de personnaliser la CRM pour qu'elle concrétise les processus commerciaux dans le CRM. En fait, on profite, quand on discute avec l'équipe, qu'on implique, on profite de leur savoir-faire. On rentre ce savoir-faire dans la CRM et la CRM, elle va pouvoir porter les nouveaux sur les bonnes méthodes qui marchent bien. Alors du coup, je voulais poser la question à Maxime, là, peut-être pour enrichir là-dessus, puisque toi-même, tu as déployé des solutions dans ton ancienne entreprise. Est-ce que là, on a couvert quelque part les sujets de préoccupation? Est-ce que tu avais des choses en tête? Oui, alors ça, c'est clairement des sujets hyper forts. Il y a notamment, moi j'en avais marqué d'autres effectivement, qui sont des choses qu'on peut et qu'on doit adresser quand on s'occupe d'un CRM, je pense. Notamment par rapport aux dirigeants, j'avais noté qu'il y avait des dirigeants qui avaient peur de moins bien faire qu'avant, voilà, parce que ça peut leur faire peur des fois d'être avec un outil qui va les contraindre ou qui va cadrer leur activité. Du coup, ils peuvent avoir peur de moins bien faire qu'avant. Alors, il faut les rassurer là-dessus. Et du coup, moins bien faire qu'avant, ça vient toucher la productivité, hein, et ça vient aussi toucher un petit peu l'inconnu d'un nouvel outil, puisqu'on faisait autrement avant. Et on a parlé d'Excel, effectivement. Excel, ou même, moi j'ai déjà vu des gens qui se organisaient qu'avec les fiches contact à Outlook. C'est la première base de CRM, mais donc il y a tout dedans, et c'est vrai que partir d'un système connu, ça fait forcément peur. Après, sur la partie, donc là on n'était que sur les dirigeants, hein. Voilà. Ça, mais après, de toute façon, on va enchaîner sur forcément les utilisateurs. Voilà, ça. Alors, sur les freins des commerciaux, il y a des phrases qu'on retrouve souvent, c'est ça m'est imposé, je n'ai pas besoin de ça, c'était mieux avant. Voilà. Et ça, on peut vraiment l'éviter en impliquant les commerciaux, en collectant leurs envies. Et il faut leur poser la question, où est-ce que vous perdez du temps aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut vous en faire gagner? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce que la CRM peut faire pour vous? Et c'est là que le projet, il va partir de leurs demandes. Du coup, ce n'est pas quelque chose qu'ils leur aient imposé, c'est quelque chose qu'ils ont demandé. Et en termes de perçu, ce n'est pas du tout la même chose. Et on a du coup des bien meilleurs résultats avec les équipes qui sont motivées pour rentrer de l'information dans la CRM. Le deuxième, c'est on va me fliquer, je vais devoir faire plein de saisies. Et là, c'est là où il faut qu'on leur explique que la CRM, en fait, ça va être une extension de leur cerveau pour stocker de la donnée que eux, ils peuvent oublier. Donc là, on peut faire des petits jeux en entreprise pour les sensibiliser là-dessus, pour leur montrer que, à un moment donné, leur mémoire, elle est limitée, ils peuvent pas forcément penser à tout. Et la CRM, elle est là pour travailler pour eux, pour penser à toutes ces choses pour eux et leur rappeler. Après, dans la construction de la CRM, c'est important aussi de ne pas abuser des champs qui sont obligatoires. Et il faut aussi automatiser un certain nombre de saisies pour que ce ne soit pas rébarbatif. Il faut travailler l'expérience utilisateur.
Le troisième frein classique, c'est ça sera une perte de temps. Non, mais avant, j'avais pas à faire toutes ces saisies. Maintenant, il faut que je les fasse. Donc, ça va me faire perdre du temps. Et là, c'est là où il faut vraiment faire passer un message, c'est qu'une CRM qui travaille pour le commercial et pas l'inverse, ça fait la différence. C'est-à-dire qu'on ne demande pas au commercial de faire des saisies, on va lui demander de faire un minimum de saisies. Des choses qu'il fait déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, il saisit déjà son rendez-vous dans son planning parce que sinon, il va pas s'en rappeler. Et bien là, la CRM, elle va lui dire « Ah, tu n'as pas saisi ton compte-rendu de rendez-vous. Ah, tu n'as pas saisi ton compte-rendu de rendez-vous. » Du coup, il le saisit. Du coup, la fois d'après, il va se dire « Tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé au dernier rendez-vous ?» Ah, il voit qu'il a l'information. Et là, il se dit « Ah oui, j'ai pas perdu de temps en fait. J'ai gagné du temps parce que j'ai stocké de l'info qui me resserre. » Donc voilà, il faut prévoir de leur faire gagner du temps aussi sur des volets que j'ai déjà évoqués, comme la saisie des devis ou par l'aide à la priorisation des actions commerciales. Comme ça, ils vont pouvoir maximiser leur impact sur le pipe de l'entreprise. Et du coup, merci Myrène beaucoup pour ton intervention qui était très claire. Et je demanderais peut-être à Benoît de faire la transition dans la mesure où, on le voit, hein, la donnée, c'est le nerf de la guerre dans ces outils de CRM. On demande à des commerciaux de les remplir, de faire tant bien que mal tout ce qu'ils peuvent pour apporter des données exploitables. Benoît, comment tu rebondis là-dessus? Clairement, aujourd'hui, il y a une dichotomie majeure entre la promesse du CRM, on l'a vu, les 6 raisons clés que tu as partagées pour avoir un CRM, et puis la réalité avec une note de 6 sur 10. Juste un 6 sur 10, c'est super méga mauvais quand on demande l'avis des gens sur leur niveau de satisfaction. Donc, et cette dichotomie, elle se retrouve beaucoup beaucoup sur ce volet data, parce qu'en fait, c'est le principe de la voiture et du carburant. Gaël, je suis sûr que pour foncer sur les routes de Montpellier, tu as une super Tesla. Si tu n'as pas de borne de recharge, tu ne vas pas très vite, tu ne vas pas très loin. Et ben, finalement, sur un CRM, on en est exactement au même niveau, c'est-à-dire que votre CRM, s'il n'est pas irrigué par de la data de qualité, toutes les promesses du CRM vont faire le fameux pchit, où globalement, tout le monde va passer du temps à dépenser du temps dans son CRM sans forcément avoir les bénéfices. Et donc, effectivement, par rapport à ça, on s'était dit, quand on a préparé cet échange, ça serait intéressant de partager quelques cas pratiques pour essayer de se dire, au-delà de si difficile ça ne marche pas, est-ce qu'il y a des choses très pragmatiques qu'on peut activer pour faire en sorte que finalement on donne du sens dans le CRM, qu'on donne envie aux utilisateurs d'y aller et qu'on puisse finalement tirer ces fameux bénéfices du CRM. Alors, on va peut-être rentrer directement dans chacun des cas. Alors, le premier cas, si tu veux bien passer, Gaël, le premier cas, c'est un client de nomination, un cabinet d'avocats avec 12 associés. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop, 12 associés, ça commence à faire un beau cabinet d'avocats avec un certain nombre de collaborateurs, plutôt orienté cabinet d'affaires, donc clientèle plutôt très grosse boîte, donc des gens qui n'ont pas vraiment de soucis d'argent et donc qui voulaient quand même investir dans un CRM. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils étaient dans une logique de construction d'un actif pour le cabinet, puisqu'ils voulaient finalement encore élever d'un cran leur capacité à générer de la rentabilité et du développement commercial. Et ils se disaient que cet actif central allait pouvoir, des trucs très simples, leur permettre de consolider la facturation, donc d'être capable d'identifier vraiment leurs bons clients de manière transverse et non pas associé par associé, identifier les clients communs et évidemment identifier des opportunités de développement commercial, parce qu'un associé qui s'occupe du droit par exemple du droit social, qui n'est pas présent chez un client d'un autre associé qui lui s'occupe plutôt du droit de la concurrence, et ça peut faire des opportunités d'upsell. La problématique, comme le disait Maxime, c'est que le point de départ, c'est simplement les carnets d'adresses des associés. Les associés piloter leur business globalement avec leur Outlook et globalement avec leur carnet d'adresses. Où chacun trouvait que son carnet d'adresses était évidemment la prunelle de ses yeux, c'était magnifique, c'était exceptionnel. Nous, quand on est arrivé, on a ouvert un peu le capot et on s'est dit, si on laisse en l'état, il va pas se passer grand-chose. Tout simplement parce que quand vous ajoutez un contact et que vous gérez votre carnet d'adresses, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre messagerie,
vous avez tendance à renseigner les éléments principaux, le prénom, le nom, l'email, mais généralement, le nom de l'entreprise, ça commence déjà à être un peu plus tangent, donc il y a souvent plein de vides, et puis quand c'est renseigné, c'est pas harmonisé. Et donc, par exemple, juste pour AXA, on avait AXA, AXA France, groupe AXA, AXA Direction Juridique. Si vous prenez tout ça et vous injectez ça directement dans votre CRM, qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas grand-chose, puisque vous allez créer 5 entreprises différentes, là où évidemment, si je vous le dis comme ça, vous voyez bien que tout ça, on parle d'AXA, on parle de la même structure. Alors, comment on a fait pour essayer de les aider, nos amis les avocats? Tout simplement, on est arrivé avec une notion simple qui est le référentiel client unique. On a injecté dans le CRM la structure de tout leur terrain de jeu. Et eux, leur terrain de jeu, c'était le SBF 120. Alors évidemment, le SBF 120, ce n'est pas que 120 entreprises, c'est les entreprises et toutes les filiales de leurs entités, c'est globalement 2300 entités différentes. Donc, on a injecté tout ça dans le CRM, tout beau, tout propre, bien rangé. Et ensuite, on a fait un travail dit de matching, donc c'est-à-dire qu'on a identifié chacun des contacts présents dans le carnet d'adresses des associés. Alors, je vous rassure, on ne le fait pas à la mano, et on a des outils qui nous permettent de faire ça. Et on les a affectés aux bonnes entreprises, aux bonnes entités. Ce qui fait que le jour où nos amis les avocats ont ouvert pour la première fois leur CRM avec le travail qu'on a fait sur la data, ils ont pu reconstituer hyper facilement leur territoire, leur terrain de jeu. Ils ont retrouvé leurs petits, ils ont pu se dire « Ah tiens, je ne savais pas, la personne qui travaille dans le bureau d'à côté, en fait, on travaille dans le même groupe et on a plein d'opportunités à se développer. » Bref, voilà, un exemple très pragmatique avec simplement un référentiel client unique, la capacité de commencer à répondre intelligemment à cette problématique. Deuxième problématique, alors notre contexte, un joli éditeur de logiciels dans les MarTech, donc un outil à destination des marketeurs pour les aider à piloter leur campagne publicitaire. Donc, on est chez un éditeur qui a très structuré son process commercial, avec notamment une équipe dédiée à la prise de rendez-vous, dédiée à la prise de contact. On appelle ça des SDR, donc globalement, les gens qui vont ouvrir la porte et qui vont prendre le rendez-vous. Et quand on est arrivé, il y avait une pratique que nous, on a trouvée assez étonnante, mais qui, pour le coup, arrive malheureusement encore beaucoup. Le directeur commercial avait mis, entre autres, comme indicateur clé du suivi d'activité de son équipe SDR, un nombre de comptes, un nombre d'entreprises à ajouter par semaine et par personne dans le CRM. Et donc, on avait des gens qui étaient plutôt des bons commerciaux, puisque prendre son téléphone, prendre son email et prospecter dans le dur, ça nécessite quand même des belles capacités commerciales, qui étaient contraints une demi-journée, voire une journée par semaine, à être dans le CRM, à saisir de la donnée. Alors évidemment, ils le faisaient plutôt pour cocher la case, plutôt pour bâtonner, plutôt qu'avec une vraie réflexion intéressante. Et on sentait une aversion profonde quand on discutait avec ces personnes quant à leur rapport avec leur CRM, puisqu'ils y perdaient, ils avaient l'impression d'y perdre une demi-journée, une journée par semaine, simplement à saisir des éléments. Alors là, pour les aider, on a fait quelque chose de très simple. On a activé un petit connecteur, une fonctionnalité supplémentaire dans leur CRM qui leur permet de cibler facilement des entreprises pertinentes pour eux et de les ajouter en un seul clic de manière automatique dans le CRM. Ce qui fait que désormais, leur routine, c'est en début de mois, ils se font un plan de bataille, ils identifient leur terrain de jeu, ils l'ajoutent dans le CRM, ils se répartissent les comptes et ils peuvent travailler. Et finalement, cet aspect très, très pénible de la saisie d'informations dans le CRM, on a réussi à le switcher vers quelque chose où, plutôt que de passer du temps à faire ça, passez plutôt un jour par mois à vous définir un plan d'action et un plan d'action commercial, un territoire à travailler pour vous concentrer sur votre cœur de métier qui est la prospection. Ça, c'était le deuxième exemple. Benoît, juste pour info, on a un petit peu de retard sur le programme. Donc OK. Donc ça veut dire Benoît accélère. Message adressé. Alors, autre exemple, grand cabinet de conseil, Big Four, pour ceux qui connaissent, un CRM déployé avec des énormes moyens mis en place, beaucoup de paramétrage, beaucoup de change management, des dizaines d'ateliers pour solliciter l'avis des gens, etc. Donc, sur le papier, ils avaient coché toutes les cases pour que ça soit une réussite. Sauf que, dans la vraie vie, le constat qui a été fait, c'est que, à part les associés
donc les grands patrons qui, eux, utilisaient le CRM pour effectivement faire leur pilotage commercial, tous les opérationnels, tous les consultants, en fait, n'allaient pas dans le CRM. Or, l'enjeu de ce CRM, c'était de déployer une culture client, customer-centric, beaucoup plus forte dans la structure. Donc, comment donner envie à des gens qui ne sont pas en mode commercial pur d'aller dans un CRM? Alors, pour ce cadre-là, nous, on a trouvé une solution, c'est on a mis en place une veille business pour chacun des consultants. Alors, une veille business, c'est quoi? C'est de l'actualité sur leurs clients, les clients sur lesquels ils interviennent en mission. Et on a trouvé un cas d'usage très simple, mais très pragmatique, qui était, quand vous êtes chez votre client, en tant que consultant, vous devez avoir des conversations avec votre client pour essayer de trouver des nouvelles opportunités. Comment on fait pour alimenter ces conversations quand on n'a pas de sujet? Avec ces alertes business, on a pu, par exemple, pousser la prise de poste d'un nouveau directeur marketing, le lancement d'une nouvelle activité. Tiens, mon client, il est passé dans les échos ce matin, je vais leur en parler, je vais leur citer, parce que c'est une opportunité d'avoir des conversations commerciales intéressantes. Et avec juste cette petite fonctionnalité, qui n'est pas monstrueuse dans un CRM, mais juste un petit flux d'informations sortant, on a pu redonner envie aux consultants d'aller faire un tour dans ce CRM. Je crois qu'on n'en est pas loin du dernier cas. Alors là, pour le coup, on a fait un cas pratique sur nous-mêmes. Nous, on a un CRM depuis très longtemps chez Nomination et pendant très longtemps, l'usage était très faible, très limité. En gros, on s'en servait pour déclencher de la facturation. Donc, on était très, très loin de tout ce qu'on pouvait faire avec le CRM. Donc, globalement, on a quelque chose qui nous coûtait cher avec un ROI assez faible. Et on a bien touché du doigt que le CRM pouvait être un levier, une clé importante pour le développement de Nomination, pour structurer notre croissance, pour gagner en productivité, pour faire en sorte d'accompagner l'augmentation de notre portefeuille client. En 4 ans, on est passé de 200 clients à 900 clients. Donc, évidemment, les process sont plus du tout les mêmes. Il faut qu'on se structure. Pour autant, comment on pouvait donner envie, notamment aux commerciaux, toujours la population la plus difficile à embarquer dans ces projets de CRM, surtout avec le passif. On avait un vieux CRM, entre guillemets, qui donnait moins envie. On a fait des évolutions dans le CRM et surtout, on a mis en place un process qui est très opérationnel, c'est que le CRM est devenu le réceptacle de toutes les actions marketing. Donc, tous les leads générés par le marketing, avant, ils étaient distribués par mail, par fichier Excel, un peu répartis. Outre les problématiques énormes de pilotage, évidemment, pourquoi le commercial irait dans son CRM si l'information clé pour lui qui je dois appeler aujourd'hui, je l'ai en dehors. Là, on a tout rassemblé dans le CRM, on l'a structuré, et résultat, nos commerciaux se connectent au CRM, ça devient leur véritable outil du quotidien, parce que c'est là-dedans qui vont trouver tous les leads qui vont pouvoir travailler. Et aujourd'hui, on est très content de notre CRM et qu'il est devenu tellement structurant qu'on n'imagine même plus s'en séparer. Voilà quelques exemples que je voulais partager avec vous. C'est très clair et ils sont très instructifs, mais il y en a certains qui m'intéressent d'ailleurs, donc merci beaucoup. D'ailleurs, Maxime, toi, tu peux rebondir avec ton expérience. Alors, je te laisse 2 minutes pour le coup, mais est-ce que tu peux rebondir sur ton expérience personnelle justement de la mise en œuvre de ce CRM et peut-être les bonnes pratiques pour embarquer tout le monde dans l'usage du CRM? Ouais, bah écoute, moi je suis assez d'accord avec ce que disait Myrène dès le départ, c'est-à-dire que en fait, il faut recentrer le débat. Déjà, il faut se cibler sur la stratégie, sur ce qu'on veut faire avec ce CRM, la finalité du CRM. Et en plus, il faut recentrer le débat parfois avec les utilisateurs, notamment avec les commerciaux dont on parle. Et il faut recentrer le débat sur le fait que le commercial, il doit faire quoi? Il doit faire des rendez-vous, il doit faire des devis, il doit faire des relances. C'est son travail de commercial. Et si on arrive à faire en sorte que ça, dans le CRM, ce soit plus efficace et que le reste aussi, parce qu'il y a forcément un petit peu d'administratif et des choses comme ça, soit simplifié par un outil comme un CRM, clairement, ça va aller bien mieux pour les faire rentrer dans l'outil. Il y a des automatismes dans un CRM qu'on peut déclencher. Les automatismes, ça, c'est pas mal pour aider à l'administratif. Tout ce qui peut être fait par l'ordinateur doit être fait par l'ordinateur et non par le CRM.
ça c'est clair. Après, c'est sûr qu'il faut vraiment être très très à l'écoute des commerciaux parce qu'à chaque fois qu'ils vont dire quelque chose, c'est des gens qui, pour eux, le temps c'est de l'argent. C'est une population, c'est clair, quoi. Le temps c'est de l'argent. Donc, moi j'ai déjà eu des commerciaux qui comptaient le nombre de qu'ils avaient à faire pour faire quelque chose et ils me disaient, ah là j'ai 6 clics, avant j'en avais 4 à faire. Donc j'ai perdu du temps. Maxime, j'allais te poser la question, est-ce que c'est pas la même préoccupation que le dirigeant de l'entreprise? Oui, mais c'est plus, comme on disait, c'est plus difficile à s'en rendre compte que il y a 4 ou 6 clics ou 8 clics et puis finalement le dirigeant il va avoir la valeur à la fin. Donc que le commercial fasse 6 clics, s'il y a plus de valeur de créer pour la boîte, il va dire bon bah ok, bah faut faire 6 Ouais, clics. Voilà, donc c'est un peu plus difficile à se rendre compte quand on regarde que les indicateurs. Donc il faut rentrer dans le vif du sujet et pas prendre à la légère les remarques. Voilà, donc, et c'est vrai que si le commercial arrive à faire ses rendez-vous, à pas oublier de faire des devis et à pas oublier les relances, bah déjà, on peut recentrer s'il y a une petite insatisfaction, de dire attendez, si vous arrivez déjà à faire ça super bien, mieux qu'avant, c'est bien. Tout le reste, il faut qu'on s'en occupe. Donc voilà, après, qu'est-ce que j'avais noté ouais, déjà, on c'est pourra pas aborder mal. le reste en table ronde, si tu veux. De toute façon, après, je vais Ouais, reprendre des questions, donc on avec pourra plaisir. en dire s'il y a des choses qui te reviennent en tête. Moi, je voulais juste peut-être conclure ce chapitre. Il y avait une chose. Alors, moi je suis un ancien commercial pendant longtemps, hein, et le commercial, par définition, ou du moins je le considère comme ça. Alors, attention, s'il y a des commerciaux, ne vous heurtez pas. Je considère qu'un bon commercial est un bon fainéant. C'est-à-dire, c'est la logique des 20-80. Si j'arrive à générer 80% de mon business en 20% de mon temps, je suis heureux. Et si je peux faire 160% en 50%, je suis le meilleur du monde. Donc, quelque part, tout ce qui peut m'aider à être dans cette dynamique-là, ça m'intéresse. Et le CRM, pour moi, c'est un super outil pour être dans cette dynamique-là. Donc là, je vais donner la main à… Alors, je fais juste la petite transition. Je vais donner point, la… Oui, Maxime? juste, Gaël, un point qui est un petit peu plus délicat parce que toi, tu es moderne dans ta pratique. Les commerciaux qui sont un peu plus traditionnels, c'est plus difficile, hein. C'est plus difficile à les faire rentrer dedans parce que pour eux, l'efficacité, c'était d'abord au papier, après éventuellement sur Outlook, Excel. Et donc, il y a plus de travail à faire avec les gens que j'appelle Et j'imagine traditionnels. qu'en période Covid, ça rajoute de la difficulté, c'est-à-dire ce qu'on avait l'habitude de faire, le resto, d'aller voir les gens, leur serrer la main, etc. Complètement. Ça a cassé quand même une dynamique. Voilà. Complètement. Donc, tu vois, il faut prendre différentes populations de commerciaux. Il y a les jeunes qui vont se dire, bon, on n'a pas de CRM, comment on va faire? Il y a ceux qui viennent qui ont des années de pratique et d'expérience et de réussite hein, aussi, il ne faut pas oublier, qui vont challenger vraiment très, très fort là-dessus. Ok, super. Merci pour la précision, Maxime. Je l'ai noté. Alors, juste petite info technique, je n'ai pas accès au chat, donc s'il y a des infos, des questions qui remontent, n'hésitez pas, les intervenants pouvaient intervenir en direct et répondre directement aux questions. Et sinon, il y a Rim qui a capacité aussi à partager des informations. Je donnerai donc la main à Jérôme, qui est donc directeur conseil chez DataSuiting et qui va revenir sur le sujet de la donnée, hein, puisque c'est quand même notre sujet de préoccupation à l'arrivée, sur comment mieux tirer profit de ces données qui sont issues du CRM. Bonjour à tous. Alors, effectivement, on va aborder le sujet pour aller au-delà des avantages qui ont été présentés en termes de productivité, en termes de mémoire, en termes de gain de temps. Il y a aussi un avantage additionnel au CRM, c'est l'opportunité d'exploiter les données collectées par le CRM pour créer de la valeur. C'est notre cœur de métier chez DataSuiting. Et je vais prendre deux exemples. Un exemple qui peut s'appliquer au B2B ou au B2C autour de la réactivation des clients dormants. Et un deuxième exemple sur des sujets d'acquisition autour de la capitalisation de l'historique de contact. Alors, le premier sujet, prenons une entreprise qui vend à la fois en direct et via des revendeurs. Donc, ses clients, c'est des PME et elle a dans son portefeuille, dans sa base client, en fait, beaucoup de clients qui font peu de chiffre d'affaires et quelques clients qui font beaucoup de chiffre d'affaires. En pratique, c'est particulièrement vrai dans le business avec des revendeurs. On a en gros 10% de la base qui fait 90% du business. Donc, des clients que j'ai qualifiés comme très actifs.
Et on a 90% de la base de données qui sont soit des clients, des anciens clients, soit des clients ici des revendeurs précisément, hein, qui achètent relativement peu. Et quand on regarde précisément ce 10-90, qui est souvent du 20-80 en B2C et sur ce type de business via des revendeurs qui peut même être plus marqué, hein, on s'aperçoit que le chiffre d'affaires moyen des clients dormants, de fait, c'est 10% de l'ensemble du chiffre d'affaires, mais dans 9 fois plus de clients. Donc, en pratique, hein, un client qualifié de dormant, là, fait en moyenne 1% du chiffre d'affaires des clients très actifs. C'est du très classique. Et du coup, si l'entreprise se dit essayons de fidéliser ces clients dormants, en gros, en les appelant, si on les appelle tous, taux de transformation de l'ordre de 1% pour réactiver ces clients. Aucun commercial, moralement, ne peut supporter ça. On ne peut pas passer 100 coups de fil et se prendre 99 échecs. Voilà. Humainement, ça n'intéresse personne, c'est une perte de temps. Donc du coup, la question se pose de peut-on exploiter cette base de clients dormants qui, comme Myrène l'a dit, c'est plus facile de réactiver un client dormant qu'acquérir un nouveau client. La fidélisation coûte 10 fois moins cher en termes d'effort commercial que l'acquisition. Donc, il y a un potentiel, là, ils sont très nombreux, ces clients dormants, ces revendeurs dormants. Et du coup, on peut en fait capitaliser sur la connaissance client acquise sur le CRM et calculer un score de potentiel pour chacun de ces clients dormants. Et ce score de potentiel, en fait, tu peux cliquer dans le nom, il y a un petit truc qui s'affiche. On dispose d'informations sur ces clients. On a déjà collecté une partie des données, d'où la question, hein, quelles sont les données à collecter dans le CRM? Ça fait partie de la stratégie, c'est un élément clé. Mais quoi qu'il en soit, on a des infos sur l'entreprise. On connaît au moins son nom, probablement son sirène, on sait où elle est positionnée. Ça, c'est les infos de profil. On sait de manière très fiable ce qu'elle a acheté, tout simplement parce qu'on a les factures. On a éventuellement les devis faits, acceptés ou pas, qui apportent de l'information hein, stockée dans le CRM. Et on peut également enrichir ces informations avec des données tiers, qui sont soit des données en open data, à partir du sirène de l'entreprise, du numéro hein, d'identification, on peut collecter des infos sur son code d'activité, sa taille, sur son chiffre d'affaires, s'il est déclaré, sur pas mal d'informations qui permettent d'enrichir. Et on peut également acheter des données additionnelles auprès d'acteurs tiers qui peuvent diffuser des informations, qui peuvent vendre des informations commerciales pour enrichir. Et ça permet en fait d'enrichir les données à la fois de vos clients actifs et des clients dormants, et par similitude, de calculer un score de potentiel, de sorte à identifier parmi les clients dormants ceux qui ont un potentiel élevé et ceux qui ont un potentiel faible. Et si on se dit, par exemple, que sur nos 90% de clients en base dormants, on arrive à en sélectionner un dixième, donc 9% de la base de clients d'ensemble a un potentiel élevé et 81% qui ont un faible potentiel, on peut focaliser des efforts d'acquisition sur ce petit pourcentage. Et naturellement, quand on appelle que les clients ayant un potentiel élevé, eh bien, ça augmente le potentiel, le taux de transformation. Et on peut, en ciblant suffisamment, alors naturellement, ça ne concerne qu'une partie des clients, hein, c'est les clients dormants à fort potentiel. On peut se permettre de les rappeler et on a des taux de transformation beaucoup plus élevés. Et si on admet qu'on a un taux de transformation, par exemple, de 11%, appliqué à 9% là, de notre base client, un dixième des dormants, ça nous fait un taux de transformation in fine. Hein, sur la base, ça signifie qu'on réactive 1% des clients. Vous allez me dire, pourquoi faire tout cet effort pour 1%? Mais si 1% des clients de la base, on arrive à les réactiver et faire le même chiffre d'affaires que pour nos clients très actifs, in fine, ça fait une hausse de 10% du chiffre d'affaires. Voilà. Parce qu'on est passé de 10% de clients très actifs à 11%. On a augmenté la base, voilà, plus 10% de chiffre d'affaires. Donc tout ça pour dire que sur la base du CRM, avec les données disponibles, les historiques de vente, les devis, des données externes, parfois gratuites, open data, parfois payantes, on arrive à trouver parmi les clients dormants ceux qui sont intéressants. On focalise les efforts et là, les commerciaux, naturellement, ça les intéresse. Ça ne les intéresse pas d'appeler à une liste de leads avec 1% de taux de transformation. Quand on est à 10% de taux de transformation, ça intéresse. On passe 10 coups de fil, on transforme un client, on a gagné notre journée. Donc voilà, ça c'est un premier élément, un premier cas d'utilisation par similitude avec les bons clients.
Deuxième cas d'utilisation, là c'est pour du business d'acquisition en masse. J'ai pris un exemple qui est un exemple réel dans le domaine de l'immobilier ou de l'automobile, qui est la revente soit de mandats pour louer ou vendre des biens immobiliers, soit pour revendre des véhicules d'occasion. Donc là, je prends l'exemple des véhicules d'occasion. Comment fonctionnent ces agences immobilières ou équivalentes dans le domaine automobile? Tout simplement, on a un marché en France aujourd'hui, pour ce qui est de l'automobile, de 5 millions de véhicules d'occasion qui changent de main chaque année. Et la quasi-totalité de ce marché est accessible en ligne sur Le Bon Coin. Voilà. Et donc, il y a tout un ensemble de commerciaux en fait, qui consultent Le Bon Coin et puis qui prennent des références et qui appellent des particuliers pour leur proposer leurs services pour gérer la revente. Voilà, ça s'applique dans l'automobile, dans l'immobilier. Taux de transformation extrêmement faible. 1 pour 1000 de l'ordre. 1 pour 1000, naturellement, personne n'a envie de passer 1000 coups de fil pour avoir une transformation. Impossible. Et là, le CRM peut avoir un intérêt majeur. Je peux passer Gaël. Pourquoi? Quand on regarde, on peut apprendre en fait de l'historique. Si on passe des coups de fil, dans certains cas on transforme, dans d'autres cas on ne transforme pas. Et en fait, on peut observer un certain nombre de facteurs qui sont corrélés au fait que l'on a transformé ou pas. Je vous donne quelques exemples, mais ce sera assez intuitif. Si on appelle quelqu'un qui vient de publier une annonce parce qu'il veut vendre son bien par lui-même, il n'est pas intéressé par passer par un intermédiaire. Il vient de commencer le processus de vente par lui-même. Très peu de résultats. Si on contacte des gens qui essayent de vendre depuis un certain temps et qui n'y arrivent pas, naturellement, ils seront beaucoup plus à l'écoute. Voilà. Taux de transformation x4, si on prend les annonces qui ont plus d'une semaine. En fonction de l'endroit où est localisé le bien, il y a des endroits où le marché est hyper compétitif, où c'est facile de vendre, où il y a beaucoup de concurrents qui proposent leurs services, en zone urbaine en fait. Très peu d'impact. Si on contacte par contre des gens en zone rurale, plus difficile, le marché est moins liquide, moins d'acheteurs, moins de concurrents aussi qui proposent leurs services, 4 fois plus de résultats. Ça reste faible, mais 4 fois plus. Et puis si on regarde en fonction du prix de vente du bien, eh bien naturellement, les biens pas chers, on n'a pas besoin de passer par un intermédiaire. Alors que plus le bien est cher, plus les gens ont envie de passer par un intermédiaire, ils ont plus les moyens, ils ont moins envie de passer du temps. Voilà. Donc on a un bénéfice. Et là, on arrive entre le premier segment, les biens de faible valeur et les biens à forte valeur, on a un ratio de 1 à 8 dans le taux de transformation. Et du coup, tous ces facteurs, en fait, on peut les combiner ensemble. Et si on combine un taux de transformation de 1 pour 1000 en moyenne, et qu'on arrive à cibler en prenant les annonces anciennes en milieu rural pour les biens onéreux, naturellement, on contactera qu'un tout petit bout du marché. Mais on cumule les effets. Et 1 pour 1000 x 4 x 4 x 8, 12,8%. C'est des effets qui s'additionnent, en fait, qui se multiplient précisément. L'intérêt, c'est qu'on peut, en apprenant des échecs passés, éviter de les reproduire. En apprenant des réussites passées, on peut se focaliser. Et c'est là où le CRM prend toute sa valeur. Le CRM va garder la trace, en fait, des opportunités, et parmi ces opportunités, celles qui sont transformées ou pas. Et quand on est dans un business de masse, cet apprentissage a un fort bénéfice à être stocké et permet de cibler les actions futures. Voilà. Donc là, quelque part, Jérôme, merci parce que ça répond à la question sur comment on peut gagner du temps. Au final, comment éviter. Alors, tout à l'heure, on parlait des 4 clics. Là, je dirais c'est des 4 jours à passer des appels pour un faible résultat. Et là, ça contribue encore à la valeur générée. Donc, merci pour l'intérêt de la valeur. Est-ce qu'il y a des rebonds là sur ce que vient de. Je voulais peut-être rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Voilà, deux avantages additionnels du CRM, une fois qu'il est en place. Est-ce qu'il y a des rebonds là-dessus parmi nos intervenants? Le scoring, c'est clairement un truc, c'est la couche qui est forcément nécessaire, mais qui arrive une fois qu'on a un premier socle de data. Et effectivement, faire parler la data, ce que tu viens de démontrer, Jérôme, je pense que n'importe qui travaillait dans cette entreprise pouvait instinctivement te le dire.
Sauf que entre avoir l'information unitaire et puis derrière faire ce travail de faire parler la data, c'est là où effectivement la valeur arrive. C'est notamment un type d'activité où on a un fort turnover sur les commerciaux. Et donc, naturellement, les commerciaux expérimentés ont cette intuition. Mais l'avantage du CRM, c'est qu'il permet de capitaliser sur l'expérience accumulée par l'ensemble de l'entreprise, par l'ensemble des commerciaux, pour guider directement un nouvel arrivant. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de partager l'expérience des anciens et de traduire ça, parce qu'en fait, on ne peut exploiter cette data que si déjà elle est stockée, si on a fait sa segmentation des éléments. Donc, si on sait que l'annonce, il faut avoir la date de parution, sinon on ne peut pas pouvoir l'exploiter. S'il faut avoir le prix du bien, il faut avoir un certain nombre d'informations qui sont essentielles pour cette segmentation. Et puis, si par défaut, la CRM, elle affiche directement les éléments qui sont les annonces anciennes des biens en milieu ruraux et qui sont au-dessus d'un certain prix, du coup, les équipes gagnent encore plus de temps. Ouais, on va raccrocher les commerciaux au wagon du CRM par des éléments comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on leur apporte sur un plateau des solutions pour gagner du temps, comme on disait tout à l'heure, ils vont gagner plus d'argent, forcément. Ça met du sens, ouais, complètement dans l'usage. Merci pour la transition. Pour le coup, l'heure tourne, vous l'avez compris, donc si vous voulez ouvrir les chips, c'est le moment. On va passer à la table ronde. Il nous reste une vingtaine de minutes avant de terminer. Donc, on va se donner là un petit quart d'heure pour faire cette table ronde. Là, c'est des questions ouvertes et on est vraiment en mode. Donc, s'il y a des questions sur le chat, n'hésitez pas à les pousser également. On va en profiter. Et nos intervenants se feront un plaisir de vous répondre. Donc, moi, la première question que je voulais vous poser, et peut-être plus pour Myrène, pour le coup, c'est quelles sont d'après vous les étapes clés, ou peut-être même pour Maxime, pour la mise en œuvre d'un projet CRM et comment bien le choisir? D'accord. Alors, les étapes clés, déjà, la première étape, c'est de constituer l'équipe. Donc, si on veut avoir du coup l'adhésion de tout le monde et recueillir le besoin, la première étape, c'est ça, c'est de dire qui va travailler sur ce projet. Et c'est des personnes qui doivent être disponibles ou en tout cas pour lesquelles on doit pouvoir leur libérer du temps pour qu'elles puissent s'impliquer dans ce projet. Donc, il y a une réflexion à mener là-dessus aussi. Si on a un commercial, du coup, il va peut-être moins tenir ses objectifs. Il faut voir comment le compenser s'il participe à ce projet qui fait partager son savoir-faire à l'ensemble de l'équipe. Donc, voilà, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le recueil du besoin, la rédaction du cahier des charges. Donc ça, c'est des éléments pour lesquels parfois les entreprises se font assister par des spécialistes de la rédaction du cahier des charges. Moi, je dis c'est une bonne idée si ça coûte pas plus cher que le projet CRM, parce que des fois, c'est vraiment hyper cher. Donc, de toute façon, pour ça, l'idéal, c'est de partir de cahier des charges type pour ne pas oublier certains chapitres. Un des chapitres, par exemple, qui est régulièrement oublié et qui, des fois, n'est pas chiffré par les prestataires, c'est la récupération des données, parce que les données, on a vu, c'est essentiel. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on a des données si on en a déjà. Est-ce qu'on va pouvoir les récupérer en automatique ou est-ce qu'on les a dans des fichiers? Il va falloir les collecter pour renseigner la CRM pour ne pas partir de zéro. Donc, ça, c'est un volet qui est très important à préciser, les interfaçages et la récupération des données, en plus d'avoir décrit les processus commerciaux et comment le CRM doit optimiser le travail des commerciaux au quotidien. Donc, quand on a constitué ce cahier des charges, seulement à ce moment-là, on va pouvoir regarder les solutions qui existent et vérifier qu'elles vont pouvoir répondre à ce besoin. Et donc là, on ne met pas la charrue avant les bœufs. On va pouvoir interroger plusieurs solutions, plusieurs intégrateurs de solutions et du coup, définir un projet qui va bien fonctionner. Et quand on va interroger ces solutions, l'idéal, c'est de leur fournir ce qu'on appelle une grille de réponse pour un peu câbler la façon dont les solutions vont répondre aux besoins. Ça permet aussi d'avoir des chiffres identiques sur les différents volets et de pouvoir, si on s'est fait une grille de réponse sous Excel, de faire des petites pondérations pour être sûr qu'on obtient bien la note maximale sur l'entreprise qu'on va choisir entre l'adéquation aux besoins, le prix et la relation qu'on a avec
avec le partenaire qui va mettre en place, parce que ça reste un projet humain, entre humains, et il faut bien s'entendre. Vérifier des choses du genre, est-ce que pendant le processus, le partenaire, il a bien répondu en temps et en heure, il a respecté ce que je lui ai demandé dans la façon de répondre, si il y a cette adéquation et si il a été motivé et qu'il a bien répondu en temps et en heure, ce sont plein d'éléments positifs qui montrent que le projet va bien se passer ensuite derrière s'il a été à l'écoute. Donc, parfois, on peut faire une shortlist dans laquelle on va faire des démonstrations un peu plus poussées. Si vous avez interrogé beaucoup d'entreprises, c'est recommandé de ne pas en avoir plus de 5. L'idéal, c'est d'en avoir 3. Et aussi, vous pouvez leur imposer un plan de démo avec un jeu de données pour être sûr qu'ils vont vraiment vous présenter les éléments dont vous avez besoin et pas juste faire leur démonstration standard avec quelques zouzous graphiques et des effets de manche. Il faut qu'ils vous présentent ce qui est important pour vous. Voilà. Quand vous avez fait cette démonstration, l'idéal, bien sûr, la démonstration, c'est d'y convier l'équipe projet et ensuite de décider tous ensemble de quelle est la solution qu'on choisit. Et il faut choisir selon des critères différents, pas uniquement le moins 10 ans, mais celui qui va vous apporter le plus de retour sur investissement. Merci Myrène. Et de ton côté, Maxime, toi, tu as des choses à compléter par rapport à ça? Alors c'est très complet ce que Myrène a dit, hein, forcément. Moi, de mon côté, ce que j'ai vu comme étape qui pouvait être un petit peu grillée et qui était dommageable en fait à la fin du projet, c'est la partie cahier des charges. Sans vouloir faire une bible, je pense que se lancer sans cahier des charges, c'est compliqué pour l'entreprise et pour l'éditeur, parce que même s'il y a 5% de marge d'erreur, 5% de marge d'erreur suivant les enjeux qu'on a derrière cet outil-là, ça peut être très embêtant. Donc effectivement, on va pas passer 3 mois à le faire parce que ça peut coûter très cher, mais avoir un récapitulé quand même assez précis des process métiers, de ce qu'on veut y retrouver, et en plus des KPI, peut-être qu'on n'avait pas avant, d'accord? Puisque si on met un CRM, peut-être qu'on n'avait pas vraiment de KPI, ou alors que nos KPI sont un peu subis, mais ne sont pas ceux qu'on aimerait vraiment avoir. Donc ça, c'est super important. Voilà. Et ensuite, Myrène l'a dit, mais démarrer avec une base de données propre. Ne pas sous-estimer le fait que on part d'un système. Il y a forcément un système qui est en place, hein, que ce soit les fiches iPhone, les fiches Outlook, peu importe. Mais il faut vraiment pas sous-estimer le fait qu'il faut partir propre dans un CRM pour que l'information soit au bon endroit et qu'on soit vraiment. En fait, c'est la base. La base, c'est ça. Et pour moi, le cahier des charges. Voilà. Après, j'allais dire, ça va dépendre des entreprises aussi pour le kick-off, hein, c'est-à-dire le jour où on lance le CRM en prod. Est-ce qu'on le fait par service ou pas? Voilà, moi je sais que j'ai fait ça plusieurs fois dans l'entreprise et j'avais fait une fois par service, une fois j'étais beaucoup plus sûr de moi et j'ai fait le kick-off tout d'un coup, tout le monde en même temps. Donc ça, c'est à voir avec tout le monde. Et après, pour moi, les étapes clés, c'est faire des points à J+1, à J+3, au bout d'une semaine, au bout de 2 ou 3 semaines, et vraiment faire alors je sais pas comment vous faites, Mylène, mais un relevé de tout ce qui ne va pas, parce que forcément, à un moment donné, il y a des petits trucs qui vont pas, des virgules qui sont au mauvais endroit. Moi, je le faisais avec un classeur Excel en ligne, tout simplement, et chacun venait référencer les problèmes qu'il y avait et noter l'importance aussi du problème. Voilà, si c'est un problème bloquant ou pas. Et ça permet de faire un inventaire exhaustif et les gens se sentent écoutés aussi, ils se disent il y a un endroit où je peux noter, je suis pas obligé d'aller déranger mon responsable ou celui qui s'occupe de ça tous les 5 minutes. Je peux répertorier et puis on en parle à la fin de la semaine, par exemple. Yes, merci Maxime, merci pour ces compléments d'infos. Et du coup, je rebondis sur la deuxième question. Hein, c'est quelque part quelle performance on peut attendre de l'usage du CRM, quel ROI on peut espérer, si ROI il y a à l'arrivée. Ça, la question, limite, je propose à Benoît de démarrer parce que je t'ai pas encore. C'est gentil. Pour moi, il y a très longtemps, j'étais consultant en CRM, donc on
on répondait aux appels d'offres de grosses boutiques, et pour essayer de convaincre nos clients, nos prospects de nous retenir, on définissait des ROI. Et promis, si tous les ROI qu'on a vendus à tous nos clients pendant quelques années étaient réels, tous nos clients seraient devenus milliardaires. Et évidemment, ce n'était pas le cas. Faut faire super gaffe, moi je trouve, avec cette notion de ROI. Pour moi, le sujet, c'est plutôt quel est le problème que le CRM doit résoudre. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est un problème de j'ai trop de demandes entrantes, j'arrive pas bien à m'organiser? Est-ce que mon problème, c'est je vends des choses complexes, je mets 2 heures à faire un devis? Est-ce que mon problème, c'est mes commerciaux ne traitent pas les leads? Est-ce que mon problème, c'est je ne traite pas bien mes réclamations clients? Donc, quel est votre problème? Et ensuite, vous mettez en place des indicateurs pour savoir si comment votre CRM va vous aider à résoudre ce problème. Et en fait, c'est ça, finalement, pour moi, le ROI, c'est la capacité à résoudre un problème, gagner en productivité. Et c'est très compliqué de le transformer en espèce sonnante et trébuchante. Ça me semble toujours un exercice qui est un peu abscon, un peu compliqué. Moi, je préfère vraiment avoir cette notion de est-ce que le job est fait? Est-ce que le problème est résolu? Et pour ça, évidemment, il faut des indicateurs. Et Maxime, tu as bien raison, hein, ça fait partie des éléments importants du CRM. Mais j'ai un problème, je mesure ce problème avec un indicateur et je m'assure que le CRM résout ou réduit, parce que si on résolvait tous les problèmes avec un CRM, ça se saurait, mais au moins réduit le problème. Et si déjà vous arrivez à ça, vous pouvez estimer que le CRM a du sens dans votre organisation. Après, il ne faut pas se mentir, un CRM, c'est cher en licence, c'est cher en temps d'usage, c'est cher en maintenance. Donc, il faut un vrai problème en face et pas juste l'envie de se dire tiens, je ne fais pas partie des 73% des gens qui n'ont pas de CRM. Quoi. Merci beaucoup, Benoît. Je crois qu'il y avait une question. Alors, on remonte les questions. Parce que... Oui, en fait, on a une question de Pierre-Emmanuel qui demande s'il y a des outils intelligents capables d'aller chercher sur le net des profils de clients identiques à ceux de l'entreprise, à ceux des bons clients, pour alimenter des listes de prospects dans le CRM. Alors, naturellement, tout le monde a envie de faire ça. Et c'est pas complètement possible tel que tu l'exprimes. Globalement, il y a un blocage, c'est que aucune entreprise dont ça serait le business ne peut accumuler des données propriétaires et les revendre en masse, tout simplement parce que n'importe lequel de ses clients pourrait se substituer à cette entreprise. Du coup, vous avez plusieurs classes de réponses pour faire face à la question d'enrichissement de leads ou d'enrichissement de données sur vos clients en base. Vous avez des régies publicitaires qui permettent de cibler dans les clients qu'ils peuvent toucher, dans les entreprises qu'ils peuvent toucher, des entreprises similaires. Si on raisonne en B2C, c'est ce que font Google ou Facebook avec les notions de lookalike. Vous dites à Google qui sont vos bons clients et Google vous permet, contre ce nom, espèce sonnante et trébuchante, de contacter des gens similaires via des campagnes de publicité sur leur réseau, mais vous n'avez pas accès aux données. Vous avez juste un moyen de les cibler. C'est le business des régies publicitaires. Vous avez des acteurs qui revendent, qui mettent à disposition des données qui sont des données publiques, qu'elles viennent du RCS, qu'elles soient publiées sur Internet, sur les sites web, sur LinkedIn, voilà. Et peut-être, Benoît, tu voudras commenter. Donc ça, c'est des données qui peuvent être diffusées, qui peuvent être collectées pour enrichir et aller chercher des données, des leads similaires. Par contre, attention, c'est assez contraint par la RGPD, donc il n'y a que des données publiques, aucune donnée propriétaire, et même les données personnelles, en fait, sont assez limitées. Voilà. Et oui, sinon, vous avez des acteurs qui permettent vous avez la capacité vous-même à aller chercher ces données publiques. Typiquement, nomination, c'est un petit peu le cas d'usage. Benoît, tu veux peut-être agir justement là-dessus? Oui, alors ce cas, en fait, c'est évidemment un cas qui arrive très, 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 très souvent. En gros, qui répond à la question que tu as brillamment démontré, Jérôme. Je dois appeler qui pour maximiser mes efforts? Évidemment, appeler des gens qui ressemblent à mes clients, ça semble une bonne idée. Souvent, la problématique, c'est que dans le CRM, les clients sont mal qualifiés. Si tu travailles sur des entreprises de type ETI, grand compte, les 2 codes NAV principaux de ces entreprises-là, c'est autre activité de sièges sociaux et activité de holding. Avec ça, tu ne vas pas aller très loin. Donc nous, face à ça, et parce qu'on avait beaucoup de demandes de nos clients, on a développé
un outil qui s'appelle le Smart Scoring, où globalement, on demande à notre client de nous donner la liste de ses clients avec le chiffre d'affaires ou la marge, enfin, l'indicateur financier, l'indicateur numérique qui lui sert de mesure. On le prend, on le rentre dans les outils. Automatiquement, on va dire, bah, tiens, il a écrit AXA, en fait, je vais l'associer au bon AXA, il a écrit SNCF, etc. Donc, on va associer cette liste à notre référentiel. On va en déduire des caractéristiques. On va calculer finalement un indice moyen par segment, donc en disant, bah, tiens, ton panier moyen, c'est 50, sauf que dans le conseil, sur des ETI dans le conseil, ton panier moyen, c'est 500. C'est peut-être une case qui serait intéressant à aller chercher. Et derrière, on livre le résultat qui est la liste des entreprises qui sont dans les top scores qu'on aura identifiés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a packagé parce qu'effectivement, il y a plein de solutions disponibles, toujours, mais ce qui est compliqué, en fait, c'est de prendre les différentes briques et de les assembler. Nous, on a par exemple, mais on n'est pas les seuls évidemment, mais j'en profite pour faire un peu de pub, mais donc ça s'appelle effectivement l'approche lookalike. C'est quelque chose qui marche très très bien en développement commercial et en campagne marketing. Merci Benoît. Je propose là il nous reste 5 minutes, donc il faut qu'on arrive à terminer la table ronde et enchaîner juste sur la conclusion. Allons-y. Donc là, du coup, je rebondis sur ce sujet des données, hein, et là, je vous pose la question à Jérôme, mais peut-être toi, Benoît, en priorité. C'est à quel moment peut-on tirer profit des données collectées? Il y a deux moments. Il y a tout de suite. Si vous avez une problématique de relance de devis, vous saisissez un devis, vous avez la relance qui se fait le lendemain, vous pouvez en bénéficier tout de suite. Ça, donc il y a plein de cas d'usage où l'effet est assez immédiat dans la mesure où le projet a bien été conduit, le CRM est à peu près le bon, etc. Et puis ensuite, il y a ce qu'a démontré Jérôme, et je pense que là, on a besoin d'accumuler de la data. Et donc, généralement, les usages les plus avancés sur l'exploitation de la donnée s'observent plutôt à généralement au moins 12 mois de vie du CRM pour qu'il y ait suffisamment de matière pour commencer à travailler. Oui, je te rejoins. Il y a effectivement un effet opérationnel immédiat pour fluidifier, automatiser soit des traitements, soit des alertes. Et on a un effet plus long terme qui a du bénéfice lorsqu'on a un certain volume de données. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut activer plus rapidement pour les business de masse, où on a vraiment un nombre de clients volumineux. Si le nombre de clients, en fait, plus le nombre de clients est faible, moins le bénéfice à traiter automatiquement les données est important. Tout simplement parce que le cerveau des commerciaux, si vous avez un petit nombre de commerciaux qui servent un petit nombre de clients, l'automatisme ne se substituera pas à l'intelligence au cerveau des humains. Si vous avez par contre beaucoup de commerciaux qui traitent beaucoup de clients et un fort turnover, très rapidement, très rapidement, vous aurez un bénéfice à traiter les données. Voilà. Après, si on veut donner des chiffres, si on a moins de 10 000 clients, l'automatisation, donc le second effet du CRM, ne sera pas majeur. Dès qu'on va au-delà de 10 000 clients, oui, il y a un effet à automatiser la connaissance au niveau de l'entreprise, tout simplement parce que ça signifie que vous avez beaucoup de gens qui bossent dessus et du coup, personne n'a la vision sur l'ensemble du portefeuille. Et seul un ordinateur, en fait, basé sur les données du CRM, peut consolider, détecter des choses on ne peut pas mettre en réseau du cerveau humain. Ça n'existe pas. Et voilà. Donc, oui, plus on a de données, et plus le CRM a de valeur, naturellement. Sur le deuxième effet qui se coule, au-delà du gain de temps, l'automatisation des rappels et l'augmentation du taux de transformation. Merci tous les quatre pour cette brillante intervention lors de la table ronde. Moi, j'en profite. Alors, je vais reprendre un petit peu la main pour finaliser ce data apéro. Avant de passer à l'apéro chez nous, parce que j'ai prévu quand même. Je vais pas vous le partager surtout pour les Parisiens, parce que je sais que on n'a pas les mêmes conditions climatiques et de temps de pause. Donc, on partagera pas trop longtemps sur ce sujet. Je vous passerai rapidement le sujet des données, mais effectivement, là, on a beaucoup parlé des données clients. Bien entendu, dans l'entreprise, on n'a pas que des données clients, il y a toutes les données métiers qui circulent, et notamment à travers vos ERP, de vos outils métiers, qui sont des données qui sont exploitables. Elles peuvent être aussi stockées dans des PDF et des Excel. Il n'y a pas que des outils. On a aussi des fichiers qui peuvent contenir de la donnée intéressante et exploitable.
On a les données techniques, hein, que vous avez des techniciens qui vont sur le terrain et qui relèvent des informations, c'est de la donnée qui est intéressante à exploiter. Bien entendu, de plus en plus de capteurs, d'objets connectés qui permettent dans les secteurs industriels, mais également dans la grille agro, etc., de collecter des données qui sont intéressantes pour améliorer l'efficacité de l'activité. Et puis les fameuses open data, alors qui peuvent être soit mises à disposition par nos institutions publiques, mais on a également des données qui peuvent être accessibles sur LinkedIn, sur différentes sources, avec des informations qui sont accessibles du grand public. Et la France est relativement moteur dans le domaine, donc profitons-en. Donc ça, simplement pour terminer, bon, forcément chez DataSulting, on a des choses à vous offrir, des services à proposer. Donc là, je veux adresser 2 cas de figure. Vous êtes chef d'entreprise, on a commencé à aborder le sujet de la donnée client qui peut être générateur potentiel, mais potentiellement dans votre secteur d'activité, les données que vous avez aujourd'hui peuvent vous aider à être plus performant. Et par contre, vous ne savez pas par où commencer, vous savez que vous avez de la donnée, à part ça, vous ne savez pas comment la mettre à profit. On a mis en place un diagnostic avec la BPI, qui est financé à 50% par la BPI, qui vous permet de mettre le pied à l'étrier, et en l'espace d'1 mois, vous avez votre plan d'action pour mettre en place votre vision data-driven. Ça peut passer par le lancement de nouveaux services data, ça peut passer par la mise en place de vos outils d'aide à la décision en interne, donc le pilotage de l'entreprise. Ça peut passer par l'optimisation de la performance de vos différents départements. Donc là, l'idée, c'est d'aller vite, entre guillemets, de faire quelque chose d'assez concis, mais très pragmatique avec de la méthode pour aller chercher rapidement un plan d'action data. Deuxième sujet, on a parlé beaucoup de données clients pour le coup, et si vous avez la volonté d'en tirer bénéfice, et par contre vous avez des gros volumes, on a aussi mis en place des études, alors nous on appelle ça des études vision client 360, c'est plutôt dédié aux services marketing ou aux départements commerciaux, qui disent voilà, moi j'ai plein de questions auxquelles j'arrive pas à répondre, ou alors j'ai des difficultés d'accès à ces fameuses données parce qu'il y en a partout chez nous et que ça dépend d'un certain nombre d'interlocuteurs dont je n'ai pas l'accès direct. On peut aussi vous aider à mettre en place ces études et répondre rapidement à des cas d'usage. Typiquement, on a bossé avec des banques, avec des gens qui font du e-commerce pour les aider à rapidement tirer des actions de ce qu'on peut lire dans les données, arriver à identifier ces fameux comportements clients, segmenter, faire du scoring, ce qu'a évoqué Benoît tout à l'heure, et vous aider au travers de l'apprentissage sur les données, donc ces historiques. Nous, on aime bien travailler sur des historiques plus ou moins longs, mais voilà, on parle souvent de 3 ans d'historique de données. Apprendre des choses sur le comportement de vos clients et à quel moment les appeler, à quel moment leur rendre quoi et augmenter votre performance. Donc, vous l'aurez compris, tous nos partenaires ont quelque chose à proposer qui correspond à l'accélération de votre performance commerciale. Donc, dans tous les cas, nous, on enverra un petit mail juste après cet apéro avec les coordonnées de chacun des intervenants. Et on vous communiquera également les liens vers les prochains datapéros. Et le prochain atelier, d'ailleurs, sera au mois de février pour les Montpelliérains. On va revenir sur ce sujet de CRM et on fera quelque chose d'un petit peu plus cosy, j'allais dire. En plus petit comité. Et au mois de mars, on va parler des données des éditeurs logiciels, parce que bien souvent, les éditeurs logiciels ont beaucoup de données qui sont faiblement exploitées. On vend le logiciel et puis derrière, c'est le client qui se débrouille, alors que les données qui sont stockées dans ces logiciels peuvent être aussi source de performance pour leurs propres clients. Donc, on reviendra sur ce sujet-là parce qu'on a justement des retours d'expérience à vous partager. Voilà, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Alors, désolé, j'ai pas pu accéder au chat, donc pour moi, difficile d'interagir en live. J'espère que voilà, s'il y a eu des questions, on a pu les traiter au moins par écrit en direct. Voilà, on me confirme dans mon oreillette que c'est bon. Merci à tous. On a presque tenu le timing, on a 3 minutes de retard. Je vous souhaite un bon appétit ou plus ou moins un bon apéro et à très vite, à très bientôt. Et encore merci, un grand merci à nos intervenants, Myrène, Benoît, Maxime et Jérôme, pour votre intervention. C'était super chouette. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'apprécie à chaque fois. C'était super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci et bonne journée. Bon apéro. Au revoir.